présenter le monde avec mes propres lunettes. Accepter donc de changer de lunettes et de regarder au travers de ce que je vais vous présenter. Donc, dans quel monde vivons-nous? Depuis plusieurs dizaines d'années, nous vivons une époque de mondialisation. Les échanges commerciaux que nous avions avec nos entreprises précédemment ou dans des pays assez proches ne sont plus vrais aujourd'hui. Et donc, nous vivons un changement de plus en plus rapide qui nous amène à voir le monde autrement. Ce monde autrement passe par la culture. Qu'est-ce que le pays dans lequel je dois exporter, qu'est-ce qu'il m'apporte, quels sont ses codes culturels, comment est-ce que je dois m'adapter? Si je dois exporter, est-ce que j'exporte de manière tout simplement avec mes propres valeurs, ou est-ce que je m'adapte aux valeurs du pays dans lequel je dois aller? Ce code de l'humour, il est valable chez nous, mais il n'est pas valable ailleurs. Et c'est une donnée qui est très, très, très importante quand on doit aller vers d'autres partenaires ou d'autres cultures. Cette mondialisation aussi, on est en guerre, malheureusement, vous le savez, en Ukraine, il y a encore des guerres de territoire, mais il y a aussi beaucoup de guerres économiques. On voit au travers de ça des manifestations de puissance et de pouvoir. Il suffit de regarder la législation américaine et la fameuse loi anticorruption qui s'applique chez nous pour peu que vous ayez utilisé un des composants de votre téléphone qui est un composant américain, soit que vous ayez une transaction en dollars, soit que vous ayez utilisé un mail. Les nouvelles routes de la soie sont aussi une manifestation de ce qu'on appelle le soft power, qui permet alors à des États d'interagir et de se positionner un peu partout dans le monde, et on le voit avec les Chinois qui sont très très présents en Afrique et des dirigeants qui montrent leur pouvoir d'une façon ou d'une autre. Ce qui est aussi extrêmement important, et vous, entrepreneurs, ce à quoi vous devez aussi faire attention, ce sont les organisations non gouvernementales qui ont un impact en termes de communication qui n'est pas négligeable. Je ne fais pas ici de jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas l'objet du propos, c'est juste que c'est là et qu'il faut en être conscient. On voit ici dans les images le lobby, différents lobbies qui sont présents à la Commission européenne, qui ont un impact non pas seulement sur nos dirigeants, mais qui ont aussi un impact sur le grand public. Et toutes ces images, vous allez voir, ce sont des images qui circulent, des images qui touchent l'agroalimentaire et qui nous montrent que, quelque part, même en n'ayant pas de mots, pas d'histoire, il suffit de regarder pour comprendre. Vous avez Greenpeace, qui est une ONG qui est très très efficace et qui a un impact extrêmement fort. Il y a quelques années, Greenpeace s'était rendu célèbre contre le démantèlement d'une station de forage dans l'Atlantique, et avec des conséquences économiques extrêmement graves, puisque le groupe Shell a dû fermer pas mal de stations-service. Les lobbies aussi pour toutes sortes de croyances. Alors, quand on est victime, quand on est une entreprise, qu'on est victime de ceci, ou encore ça, ou ceci, quelle est notre marge de manœuvre? Comment est-ce qu'on peut interagir par rapport à ça? Et je ne résiste pas au plaisir, même si l'exemple date un petit peu, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ceci. Ça date du moment de la viande de cheval dans les lasagnes surgelées de chez Findus. Et je vous demanderai d'observer très attentivement cette publicité qui a circulé partout en France. Qu'est-ce que vous pouvez observer? La première chose, c'est que le logo de Findus, ce n'est pas le bon.
C'est pas ça le logo de Findus, c'est presque ça, mais ce n'est pas ça. Le texte, qui est quand même très évocateur, hein, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance de nos ingrédients. Le petit fer à cheval, qui donne une petite touche d'humour, mais qui renforce encore le message de cette affiche. Et la baseline en dessous, naturellement, il y a Findus, c'est pas juste le baseline correct, c'est heureusement qu'il y a Findus. Quand on est une entreprise comme celle-là, qu'on est confronté à ce type de publicité, ça s'appelle de la guerre de l'information, quand on est confronté à ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs façons d'agir. La première, faites de la veille stratégique. Qui sont vos clients? Qui sont vos fournisseurs? Dans quel monde est-ce que vous évoluez? Quelles sont les interactions de l'environnement, qu'il soit au point de vue strict environnement, mais qu'il soit aussi géopolitique, géoéconomique? Comment est-ce que cet environnement-là peut avoir un impact sur votre entreprise? Aujourd'hui, on a l'augmentation des matières premières due à la guerre en Ukraine. Eh bien, ça a un impact sur les entreprises. Écoutez les signaux faibles. C'est quoi qu'un signal faible, pardon. Sur Facebook, une personne qui se rend régulièrement en soirée dit « Moi, j'en ai marre de chaque fois aller aux toilettes pour me remettre du rouge à lèvres parce que le mien ne tient pas. » Les équipes R&D de chez Jumet Maybelline ont capté ce signal faible et ont décidé de créer un nouveau produit, un rouge à lèvres, qui tient beaucoup plus longtemps. Et toute leur communication a été basée là-dessus. Donc un signal faible, c'est vraiment très important. Il faut pouvoir les voir. Et pour pouvoir les voir, il faut pouvoir s'entourer. Il faut avoir autour de soi des personnes, non pas qui sont issues des mêmes formations que vous, des économistes, des financiers, des ingénieurs, etc. Entourez-vous peut-être aussi d'un designer, entourez-vous d'un artiste peintre, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est diriger un orchestre, et donc le chef d'orchestre peut peut-être aussi vous apporter une autre ouverture par rapport à votre métier au quotidien. Et peut-être entourez-vous d'un anthropologue, et je vais laisser Olivier poursuivre avec la présentation. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Effectivement, on parle de crise. Meilleure façon pour terminer une journée de talk inspirant pour parler de l'avenir que de montrer quand l'avenir ne fonctionne pas. Mais c'est un peu le message qu'on essaye de vous partager avec Béatrice. Oui, l'avenir n'est pas toujours extrêmement rose. Pardon. L'avenir n'est pas toujours extrêmement rose, mais c'est précisément parce qu'il n'est pas toujours rose qu'il faut commencer à regarder ce qui peut s'y passer. Alors, je vais vous montrer un petit extrait vidéo. Voilà. Pourquoi une vidéo ? Parce que la solution qu'on vous propose aujourd'hui, quand Béatrice vous parle d'être bien entouré, d'aller regarder ailleurs, c'est d'aller regarder dans un réservoir à imaginaire qui est extraordinaire, un réservoir imaginaire qui a 150 ans qu'ils explorent les limites de nos consommations, qu'ils en montrent de manière peut-être un peu exagérée les défauts, les risques, bref, qui depuis 150 ans nous permet d'anticiper les crises que nous confrontons aujourd'hui. Alors on pourrait dire, regardez les imaginaires. Regardez la science-fiction, c'est sympathique. Ça fait un chouette atelier pour ces équipes. Et puis après, bon, ma foi, c'était une heure qu'on a passée ensemble, assez amusante. En réalité, les imaginaires de la science-fiction, outre leur nombre, ont un intérêt très important. Lorsque l'on fait de la prospective, lorsqu'on essaie de regarder l'avenir, on doit se confronter à un certain nombre de biais, à un certain nombre de défauts dans notre capacité à imaginer demain. Un des défauts auxquels on est souvent confronté, surtout quand on travaille pour une entreprise, c'est qu'on a tendance à pousser les technologies sur lesquelles on travaille aujourd'hui, à imaginer qu'elles vont résoudre des problèmes et que dans le monde de demain, le monde sera globalement le même, mais avec des solutions en plus. En réalité, ce qu'on constate, c'est que ces technologies n'arrivent pas véritablement aux objectifs qu'elles se donnent parce que le monde évolue, mais aussi parce que ces technologies ont des effets sur notre manière de consommer et de manger. Quand on regarde Retour vers le futur avec cette sympathique imprimante à pizza ou appareil à faire grossir cette pizza, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement l'appareil qui était déjà un petit peu has-been au moment où le film a existé, c'est plutôt les conséquences sur la manière de manger, la manière de consommer, qui sont décrites dans ces films et qui peuvent nous aider à réfléchir.
Alors pour vous aider à vous en convaincre, avec Béatrice, on vous propose 3 thématiques pour lesquelles la science-fiction a massivement déjà réfléchi et pointé les limites de nos modèles de consommation. Premier exemple que nous voudrions vous montrer, celui de la production alimentaire à la demande. Globalement, ce qui aujourd'hui relève des projets d'impression 3D en alimentation. Il y a des centaines d'exemples d'imprimantes 3D alimentaires dans la science-fiction, des vaisseaux spatiaux, des maisons, des supermarchés où on peut, à la demande, avoir le repas du jour, la pilule instantanée qui vous nourrit selon vos désirs. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la technologie en soi, le design, l'esthétique de l'objet, mais plutôt les conséquences sur la société. Dans cette bande dessinée de Zeb qui est sortie il y a quelques mois, une société élitiste a accès à une nourriture à la demande. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif était de personnaliser la nourriture, permettre à tout un chacun d'avoir véritablement ce qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Paradoxalement, dans ce monde que décrit Zeb, non seulement les gens n'ont pas finalement ce qu'ils le souhaitent, mais en plus ils mangent en permanence la même chose. Parce que finalement, quand on mange ce que l'on souhaite à un moment donné, on est toujours soumis aux mêmes désirs, aux mêmes envies, et nutritionnellement, on constate un fort appauvrissement global de l'alimentation quotidienne. Voici un des risques de ce type de solution de nourriture à la demande. Deuxième thématique où la science-fiction a projeté depuis des années et des années des solutions et des risques, la protéine alternative. Ce qui est intéressant, c'est ne pas de se dire que demain, on va manger des morceaux de Tom Cruise sous forme de saucisson, mais plutôt que, oui, faire de la nourriture qui ressemble à la nourriture, mais qui n'est pas la nourriture d'origine, ça pose question et ça pose problème. Et c'est intéressant puisque les projets de protéines alternatives aujourd'hui sont massivement dans une logique de MeToo, de copier la source, de proposer des alternatives qui ressemblent aux produits substitués, alors que la science-fiction nous raconte, attention, cette substitution par la même chose, elle est problématique, elle peut faire peur, et finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux explorer des nouvelles poches de valeur, peut-être de nouvelles formes d'identité? Troisième exemple très connu, sur lequel on travaille massivement aussi aujourd'hui, la, entre guillemets, relocalisation alimentaire au sein des villes, le fait d'avoir des fermes urbaines, le fait de pouvoir produire dans des environnements urbains. L'idée a fait son chemin, elle a été repopularisée par des chercheurs comme Dixon Despommiers. Depuis une vingtaine d'années, il y a florès d'initiatives extrêmement intéressantes, avec une ambition, donner une nourriture de qualité à tout le monde au sein des villes en réduisant l'impact écologique. Ici aussi, la science-fiction est intéressante, elle nous montre des limites dans cette fiction dessinée qui est sortie cette année dans Métal Hurlant, pour les amateurs de science-fiction. Ce qu'il nous montre, c'est un nouveau métier, le métier d'agriculteur urbain. Mais plus que le métier, ce qui est intéressant, c'est la logique économique sous-jacente. C'est de dire que les villes ne peuvent pas supporter ces développements agroéconomiques partout. Et donc, en définitive, une nouvelle gentrification va exister. En définitive, seuls ceux qui ont les capacités d'accéder à des logements dans lesquels des programmes agroalimentaires vont être développés pourront accéder à ces services de qualité. Et donc poser un nouveau problème d'une alimentation de qualité pour tous, arriver à une alimentation de qualité discriminante. Ce sont évidemment 3 exemples que nous propose la science-fiction qui en contient des centaines. Notre objectif aujourd'hui avec Béatrice n'est pas de vous faire peur, mais de vous montrer que face aux crises auxquelles on est confronté, il y a toujours une manière d'anticiper et de s'approprier ces défis. L'ambition qui est la nôtre aujourd'hui, de vous montrer que lorsque nous poussons des projets d'innovation, certes, il y a matière à démontrer l'intérêt, à être un game changer, à proposer des solutions pour l'avenir, mais il y a aussi grand intérêt à mettre à plat, de manière très honnête, les limites de nos propositions. Et oui, demain, la nourriture sera connectée, mais jusqu'où et à quel point sera-t-elle véritablement connectée? Oser assumer les limites de nos innovations, jouer avec ces futurs un peu moins agréables, c'est aussi une manière de prévenir les crises, voire potentiellement de se mettre en situation d'imaginer des produits préférables pour demain. Merci pour votre attention.